Donc, nous allons reprendre donc d'abord Shavua Tov, heureux de vous retrouver, et donc nous allons poursuivre notre étude de Megillah Kav Zayin Amud Aleph, sur lequel nous sommes déjà restés pas mal de temps. Donc là, la dernière fois, on a vu qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour deux choses. D'une part, pour soutenir l'étude de la Torah, si quelqu'un n'a pas les moyens d'étudier la Torah autrement, il a le droit de vendre un Sefer Torah pour se nourrir avec, et aussi pour se marier, pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Comme on avait dit, l'Ilmod Torah Velisa Isha. Alors, on avait vu aussi la semaine dernière qu'il y a une troisième mitzvah qui se rajoute, c'est Pidyon Shuyim. Et on avait aussi cité le Tchouvat Harosh, qui est même rapporté dans la Halacha, qui dit que si on voit qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour, pour l'étude, à plus forte raison qu'on a le droit aussi de vendre un Beth Knesset, puisque le Beth Knesset a moins de sainteté qu'un Sefer Torah. Donc on peut vendre un binyan entier, un bâtiment entier d'un Beth Knesset pour une de ces deux causes. Alors, dans le prolongement de cela, je voudrais encore vous citer une Sheela ou Tchouva dans le Levouché Mordechai de Rabbi Mordechai Winkler, qui était un grand décisionnaire hongrois au 19e ou 20e siècle, et qui a reçu une consultation de quelqu'un qui lui a dit que, compte tenu de tous ces éléments que nous avons rappelés, il pense qu'on pourrait autoriser également la vente d'un Beth Knesset pour permettre d'avoir les fonds de construire un mikvé. Parce que le mikvé, qu'on a vu on peut vendre un Beth, d'après le Roche, on peut vendre un Beth Knesset pour favoriser un mariage. Donc pour la mitzvah de pour vous, le mikvé aussi, c'est quelque chose qui est indispensable pour accomplir la mitzvah de procréation, et donc on peut déduire l'un de l'autre. Et le Levouché Mordechai, donc il y a un grand décisionnaire, repousse et dit que ce n'est pas comparable, pour la raison que le mikvé n'est qu'un Hersher mitzvah. Alors, c'est-à-dire un Hersher mitzvah, ce n'est pas en soi une mitzvah, c'est quelque chose qui permet d'accomplir ultérieurement une mitzvah. Alors, il dit, est-ce que si on transposait dans le cas de l'étude de la Torah, alors est-ce que ça voudrait dire qu'on a le droit de vendre un Beth Knesset pour s'acheter un magasin? Parce qu'avec ce magasin-là, on va pouvoir recueillir des fonds et donc se nourrir grâce à ce magasin. C'est bien évident qu'on ne va quand même pas construire une choue pour ensuite acquérir un magasin. Donc on voit que quelque chose qui c'est simplement un moyen, mais pas la mitzvah en soi, c'est pas autorisé. Et euh, par contre, dans les Sheilot ou Tshuvot de Rav Moshe Feinstein, dans les Igrot Moshe, Orach Chaim, Chelek Aleph, Simanun Aleph, Anaf Dalet, donc c'est une grande chouva, il dit que pour construire un mikvé, ça rentre dans la même catégorie que épouser une femme. Et alors il n'a pas évoqué effectivement le raisonnement du Levouché Mordechai, mais je pense qu'on peut faire un distinguo entre construire un mikvé et s'acheter un magasin pour se nourrir. Parce que quand on achète un magasin, c'est vrai qu'on n'accomplit aucune mitzvah. Et puis parce qu'il y a d'autres moyens dans la vie pour se nourrir. On n'est pas obligé d'avoir un magasin pour se nourrir. Par contre, un mikvé, c'est quelque chose qui est incontournable. On ne peut pas arriver à la mitzvah de Piria Verivia si on n'a pas à disposition un mikvé. Et d'ailleurs, on peut même rajouter que se baigner dans le mikvé, ça a une valeur de mitzvah. La preuve en est que lorsque une femme qui est mariée et qui va aller se tremper au mikvé pour pouvoir rejoindre son époux, eh ben, elle fait une bracha sur la tvila. Donc on voit que le mikvé est carrément un lieu de mitzvah, ce qui n'est pas le cas du magasin. Le magasin n'est pas un lieu de mitzvah. Et donc, on peut faire un beau distinguo entre le magasin et la construction du mikvé. Et je reviens maintenant, ça c'était une petite parenthèse personnelle, maintenant le Igrot Moshe poursuit et il dit que, selon lui, construire un mikvé,
c'est encore plus, une justification encore plus grande pour la vente d'un Beth Knesset que simplement pour se marier. Pour deux raisons. Premièrement, parce que quand on se marie, ça concerne qu'un couple, et là, ça va concerner la ville tout entière, donc c'est à multiplier par N. Et en plus de ça, c'est pour éviter des transgressions gravissimes. Donc il y a deux valeurs supplémentaires qu'il n'y a pas dans le simple mariage. Et on peut rappeler que dans les lettres du Chafetz Chaim, et c'est rapporté également dans le Sefer Pe'er Hador qui rapporte les enseignements et les habitudes de comportement du Chazon Ish, le Chazon Ish c'était le Pe'er Hador, et ben, il y a aussi écrit la même chose que on pouvait vendre un Beth Knesset pour construire un mikvé. Et d'ailleurs, le Igrot Moshe dans le Chelek Bet, cette fois-ci, Siman Kuftet Zayin, et le Chazon Ish, dans la même référence que la première, dit que si il y a une crainte que par le fait qu'il n'y a pas de mikvé dans la ville, les gens en viennent à transgresser le Issour Karet, alors non seulement c'est une grande mitzvah de vendre un Beth Knesset, par exemple, pour construire ce mikvé, mais le mikvé aura priorité même sur le Talmud Torah de Tinokot Shel Bet Rabban, dont on sait que le Talmud Torah des enfants, on dit que c'est là-dessus que le monde subsiste, et toutes les inyanim de Kedusha, ça viendra par-dessus. Sauver une collectivité de Karet, c'est peut-être ce qui se trouve au sommet de l'échelle, et donc on retiendra, puisque là on parlait de vendre un Sefer Torah, on peut donc vendre un Sefer Torah, on peut vendre un Beth Knesset pour la construction d'un mikvé. Donc, pour nous qui sommes impliqués dans ces affaires, il est important que nous ayons ces références-là. Rav, on peut compléter peut-être un argument supplémentaire. Oui. Même dans cette mémoire de la Gemara, c'est écrit Limot Torah Velissa Isha. Or, Oui. le mariage, c'est Hersher Mitzvah. Oui, c'est vrai, j'avais pensé à ça aussi, mais d'un autre côté, on peut encore dire aussi que c'est déjà le mariage est en tant que mitzvah, puisqu'on voit bien qu'on fait la bracha, la birkat Erusin, qui est une birkat à mitzvah. Donc, c'est un peu comme j'avais dit pour le mikvé, que Ouais. déjà le mariage en tant que tel, il est déjà mitzvah. Ah bon, en tout cas, il a une valeur de mitzvah. C'est pas un acte profane complètement, donc pas du tout comme à comparer avec le magasin, encore une fois. Ouais, ouais. Alors, maintenant, je voulais revenir à encore un sujet lié au nôtre. Il y a une autre Gemara où on retrouve ces deux mitzvot de Talmud Torah Velissa Isha dans un autre contexte. C'est la Gemara de Avodah Zarah d'Afiud Gimel Amud Aleph, où il est dit qu'un Kohen a le droit de contracter une impureté en parcourant un beth apras. Alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un beth apras? Sadeh shenecheraj bakever. Si vous avez un champ dans lequel il y avait une tombe, et ce champ a été malencontreusement labouré, la tombe a été labourée avec le reste, et on ne sait pas trop ce que sont devenus les os, qui ont été tous cassés en 1000 morceaux. Et donc, les Chachamim ont interdit à un Kohen de rentrer dans ce champ sur une longueur de 100 coudées par rapport à l'endroit où se trouvait la tombe, de peur qu'il reste encore un petit morceau d'os quelque part, un osselet, et que le Kohen, en marchant, même s'il ne le touche pas, il va le déplacer, et ça s'appelle asata, comme Tumat Massa, et donc ça le rend Tumat Met, qui est interdit par la Torah. Et donc, mais ce n'est pas une Minatora, on n'a pas à craindre cela, mais les Chachamim ont été mahmir. Donc, c'est une Touma Drabanan. Et donc, les Kohanim n'ont pas le droit Midrabanan de rentrer dans un Beth Apras. L'exception est si un Kohen a besoin de traverser un Beth Apras, soit l'Ilmot Torah, parce que son Beth Midrash, il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au Beth Midrash que de traverser le Beth Apras, Velissa Isha, ou pour rejoindre sa dulcinée, pour se marier, il n'y a pas d'autre moyen, encore une fois, d'aller au lieu du mariage que de traverser le Beth Apras, et bien dans ce cas-là, c'est autorisé. Alors, Tosfot, sur cette Gemara, Avodah Zarah Yud Gimel Amud Aleph, dit que c'est seulement ces deux mitzvot qui sont, parce que ces mitzvot-là sont plus rachuvot que les autres, mais pas les autres mitzvot.
Et la preuve en est, dit Tosfot, on aurait pu croire que là-bas, quand on a dit Lilmod Torah Velisa Isha, c'était purement à valeur d'exemple. Tosfot dit non, non, ce sont les deux mitzvot uniquement. Et la preuve en est la Gemara de Megillah. Et il ramène notre Gemara qui nous dit qu'on ne peut vendre un Sefer Torah que pour ces deux mitzvot qui sont mitzvah rabbah. Et donc, du coup, là aussi, le Bet Apras, c'est que pour ce n'est que pour ces deux mitzvot de Lilmod Torah Velisa Isha qui sont mitzvah rabbah. Voilà, jusque-là, donc, on n'a pas appris grand-chose, mais c'est pour la suite que je voulais. J'ai cité tout ça. Je vous cite la fin du Tosfot, où Besheiltot de Rav Acha, Mefaresh, Hanach de Kile, Kol Sheken Beshar Mitzvot, She'em Chashuvot. Que le Sheiltot, donc c'est pas n'importe qui, le Sheiltot, Rav Acha Gaon, donc c'est un Gaon qui a écrit ces Sheiltot, et ben lui, il a une vision contraire, et il dit qu'on a cité ces deux mitzvot parce que ces deux mitzvot sont les moins importantes, et que si ces deux mitzvot non importantes, on a pu traverser le Bet Apras pour cela, alors à plus forte raison, toutes les autres mitzvot qui seront plus Chashuvot. On peut se poser la question, c'est pas très clair, si le Sheiltot, quand Tosfot parle du Sheiltot et qu'il dit que c'est deux mitzvot et toutes les autres également, le Pashtout, on comprend que c'est valable pour la compréhension de notre Gemara à nous aussi, mais c'est un peu difficile parce que dans notre Gemara, il y a écrit Mochin Sefer Torah Ella. Donc, qu'est-ce qu'il va faire du Ella? Et donc là, il y a peut-être un doute si le Sheiltot, on en parlera plus tard. Mais quand on étudie le Tosfot, les gens comprennent habituellement que le Sheiltot pense que c'est et pour le Bet Apras et pour la Mechira du Sefer Torah, que c'est non seulement pour ces deux mitzvot, mais c'est pour toutes les autres mitzvot. Et on va voir que c'est peut-être discutable. Alors, dans le Shulchan Aruch, déjà, on avait cité la semaine dernière, dans le Seif Vav et le Seif Yud, on voit que le Shulchan Aruch est possèque comme le Tosfot, puisqu'il dit qu'on ne peut vendre le Sefer Torah ou autre chose que pour le Lilmod Torah et pour l'Issaïcha. Maintenant, le Touré Even, dans Masechet Chagiga, le Touré Even, l'auteur du Shagatarié, soulève une contradiction dans les propos du Sheiltot. Pourquoi? Parce que dans Baba Kama, Tosfot, un autre Tosfot, rapporte encore une fois un Sheiltot. Et qu'est-ce qu'il dit ce Sheiltot? Que le Limud Talmud Torah, il est plus grand que les actions. L'étude de la Torah, bien que ce ne soit pas une action, elle est plus grande que les Maaseh Mitzvot. Et par exemple, qu'il est meilleur, plus fort que les Tfilin. Alors le Touré Even, il dit, mais il y a une contradiction. Chez nous, enfin dans Avodah Zarah, c'est dans Parashat Emor en vérité. Vous savez que les Sheiltot, ça va sur les parachiotes, un peu comme le Ben Ishraï. Et donc, sur la paracha de Emor, c'est là que se trouve le commentaire le psak du Sheiltot. Et donc, là-bas, il dit que les deux mitzvot dont on parle ici, c'est des mitzvot kalot, c'est des mitzvot peu importantes. L'ilmod Torah, l'Issaïcha, c'est pas important. Kal vachomer les autres. Et là-bas, il dit exactement le contraire. À part ça, c'est très étonnant de dire que l'Imoud Torah et l'Issaïcha, c'est des mitzvot calotes et que toute autre mitzvah a plus d'importance. Mais toujours est-il qu'apparemment, il y a une contradiction et elle est soulevée donc par le Touré Even. Et alors, il y a bien sûr les Acharonim se jettent là-dessus pour essayer de trouver des réponses. Alors, je vais vous citer 3 réponses. Première réponse du Netziv. Vous savez que le Netziv a fait un commentaire sur les Sheiltot de Rav Acha Gaon. Il a appelé ça Hamek She'ela. Comme il y a Hamek Davar sur la Torah, il y a Hamek She'ela sur les Sheiltot. Alors lui, il dit, la différence entre les deux, c'est quand c'est mitzvah overet et mitzvah she'ena overet. C'est-à-dire, lorsque le Talmud Torah est à mettre en face d'une mitzvah. Alors, on dit toujours que Talmud Torah connaît Kulam, mais il n'en reste pas moins que si c'est une mitzvah que je ne peux pas différer, alors que le Talmud Torah, je peux continuer à le faire après, je dois m'arrêter d'étudier. On a vu ça même dans Megillah à propos de la Kriyata Megillah.
On doit s'arrêter de faire la Kriyat HaMegillah, on doit s'arrêter d'étudier pour l'Abdikat Hametz, même si c'est de Rabbanan. Même une mitzvah de Rabbanan, Overet, à partir du moment où arrive le Zman de la mitzvah, on arrête d'étudier. Donc, quand c'est une mitzvah Overet, là, c'est là que le Shoiltot dit dans Avodah Zarah que ces deux mitzvot-là sont peu importantes face aux autres mitzvot. Il parle parce qu'effectivement, les autres mitzvot, quand elles sont des mitzvot ovrot, elles ont priorité sur le Talmud Torah. Mais par contre, si c'est une mitzvah chez Eina Overet, c'est-à-dire que la mitzvah elle-même, on peut la faire plus tard. Alors là, c'est l'inverse. Dans ce cas-là, c'est comme par exemple les tefilin. Les tefilin, c'est une mitzvah chez Eina Overet, en tout cas entre la journée. Je ne suis pas à l'heure près. On peut faire la mitzvah des tefilin, c'est kol hayom kulo. C'est même midoraita, même la nuit aussi. Mais bon, les rabbanan l'ont interdit. Mais donc quand on est à un moment donné d'étudier la Torah et on a les tefilin, on a le droit de repousser la mise des tefilin si ça prend sur l'étude de la Torah, parce qu'il n'y a pas de zuman particulier pour les tefilin. Donc, quand c'est une mitzvah chez Naoveret, c'est là qu'on va dire que la mitzvah de Talmud Torah l'emporte, prend le pas. Donc voilà, quand on dit que, à propos du Betapras, on a dit que l'ilmot Torah, c'est permis, et qu'elle va chomer les autres, il s'agit de mitzvot ovrot. Et quand on a dit que, ah non, c'est seulement, le Talmud Torah l'emporte sur tout le monde, c'est sur toute une mitzvah qui soit une mitzvah she'ena overet. Voilà le distinguo du notiv qui se comprend très très bien. Maintenant, deuxième réponse, la réponse du Khatam Sofer. Dans Yoredea, dans les tchuvot du Khatam Sofer, Yoredea, à la fin du Siman Resh Nun Dalet, propose une autre réponse. Il dit qu'effectivement, Talmud Torah est plus fort que toutes les autres mitzvot, comme on le voit chez nous. Mais lorsque on a dit uniquement Talmud Torah, quand on a permis ici le Talmud Torah, donc Talmud Torah est plus fort que les autres mitzvot, donc c'est ce que dit le Shoiltot dans Bava Kama à propos des tefilin. Donc c'est plus fort que toutes les autres mitzvot, c'est plus fort que les tefilin. Par contre, lorsque chez nous dans Megillah, on a dit qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour le Limud à Torah et pour se marier, alors le Tam Sofer dit un grand chidouche, c'est que même si c'est non pas pour accomplir la mitzvah Talmud Torah, mais si c'est juste pour faire un hidour dans la mitzvah Talmud Torah ou un hidour dans le mariage, même pour ça, ces mitzvahs de Talmud Torah et cette mitzvah de prière Rivia, elle est tellement importante que même pour ça, on a le droit de vendre un Sefer Torah. Alors que c'est pas pour la mitzvah n'est pas en jeu. Il donne l'exemple, quelqu'un peut très bien, il est autonome dans l'étude, il peut très bien étudier chez lui à la maison. Mais il pense que s'il étudie avec un rave, il en tirera beaucoup plus de profit. C'est certain d'ailleurs. Mais on ne peut pas dire que la mitzvah ne sera pas accomplie s'il l'a fait chez lui. Mais c'est un hidour de faire un Talmud Torah avec un plus haut niveau. Et donc, si c'est pour cela qu'il a besoin de vendre la Sefer Torah, eh bien, il aura le droit. Il aura le droit de vendre le Sefer Torah alors qu'il accomplit la mitzvah de toute façon. Mais pour pouvoir l'accomplir, la mitzvah, dans des situations de hidour, eh bien, c'est autorisé. Alors, pour le mariage, quel va être l'exemple? Il peut épouser, il y a une femme qui est prête à l'épouser comme ça, et qu'il pourrait épouser, elle lui convient, mais il y en a une qui lui plaît encore beaucoup plus, mais celle-là, elle est exigeante. Et s'il ne vend pas son Sefer Torah, elle n'acceptera pas de se marier avec lui. Et ben, pour faire un plus beau mariage, c'est-à-dire avec une femme qui lui convient plus, on va dire, si c'est une femme, pour obtenir l'accord du mariage d'une épouse qui lui conviendra mieux, il aura le droit aussi de vendre le Sefer Torah. Donc, la mitzvah de Piriav Rivia, il l'aurait fait de toute façon. Mais parce qu'il l'accomplira dans des meilleures conditions, on a le droit de vendre le Sefer Torah. Alors là, le Sheiltot va dire, attention, ce concept de dire que pour un simple hidour, on va pouvoir vendre un Sefer Torah, ça non. Ça, c'est que pour le Limud à Torah. Et
Par contre, mais par contre, et voilà le Kal Vachomer qu'il a fait, il a dit si déjà pour le Limud Torah et pour le Isaïcha, on a permis un simple hidour, alors Kal Vachomer qu'une mitzvah fondamentale, c'est-à-dire pas le hidour de la mitzvah, mais le principe même de la mitzvah, celui-là aussi on pourra vendre. Donc l'idée, donc on récapitule, c'est vrai que d'après le Khatam Sofer aussi, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour n'importe quelle mitzvah. Pour le Notziv, on peut, encore une fois, selon le Sheiltot. Mais l'Alacha n'est pas comme lui de toute façon, hein. Mais c'est quand même un Sheiltot, c'est pas n'importe qui. Donc il s'agit quand même de le comprendre et de l'expliquer. Donc selon le Notziv, quand est-ce qu'on dit les autres mitzvot peuvent bénéficier de la voie d'un Sefer Torah? Si c'est une mitzvah overet, pas si c'est pas une mitzvah overet. Et selon le Khatam Sofer, toutes les mitzvot pourront, parce qu'elles sont quand même plus fondamentales qu'un simple hidour de Limud Torah ou de hidour de mariage. Et si on a autorisé la vente d'un Sefer Torah pour un hidour de Limud Torah et pour un hidour de Piria Verivia, alors c'est sûr que pour un hidour des autres mitzvot, on n'aura pas le droit, mais pour le Maaseh mitzvah proprement dit, là, on aura le droit. Voilà donc la deuxième réponse du Khatam Sofer. Et maintenant, je vais vous citer une troisième explication qui a été un malheur complètement différent par le fils du Khatam Sofer, le Ktav Sofer, qui a aussi écrit les Sheilot Ktav Sofer, Sheilot ou Tshuvot Ktav Sofer, Yoredea Siman Kuf Lamed Hei. Alors lui, il pose une question sur le commentaire de Rashi, qui avait dit que ça veut dire quoi? La Limud Torah, je relis le Rashi, et on ne peut vendre un Sefer Torah que l'Ilmod Torah, Leit Parnes Bo que chez l'Omet Torah. Rashi a dit, ça veut dire quoi? Pourquoi on a besoin de vendre le Sefer Torah? C'est pour se nourrir et donc pouvoir avoir la possibilité d'étudier, de consacrer son temps à l'étude de la Torah sans avoir le souci de gagner sa vie parce que, voilà, grâce à la vente du Sefer Torah, on a pu mettre de l'argent de côté et on se nourrit petit à petit avec cet argent-là. Il pose une question, mais pourquoi d'où Rashi a sorti ça? On aurait pu dire que pour favoriser l'étude de la Torah, on a besoin d'argent pour autre chose, à savoir pour acheter des livres. On ne peut pas étudier. Si quelqu'un n'a pas de livre, il n'a même pas une Gemara, il n'a même pas un Chumash, comment il va étudier? Donc, il a besoin de Sfarim pour étudier. Donc, et là c'est pas pour avoir la Parnassa, c'est directement pour la mitzvah. C'est encore beaucoup plus direct avec la mitzvah que le fait de l'itparnes. Ou alors encore, comme exemple, s'il a un melamed, mais le melamed est payant, et il n'a pas d'argent pour payer le melamed. Alors, pourquoi ne pas dire qu'il aura le droit de vendre le Sefer Torah, soit pour se payer le melamed, soit pour acheter les Sfarim? Pourquoi Rashi exclut ces deux situations-là et il va directement à la Parnassa? Alors, c'est là qu'il aborde cette Gemara avec complètement une nouvelle approche. Il dit que Rashi avait un problème. Pourquoi on a interdit de vendre un Sefer Torah pour d'autres mitzvot, comme par exemple acheter des tefilines, acheter un talit, ou bien acheter même l'herba minime de Sukkot, ou toute autre mitzvah? Alors, il rajoute entre parenthèses, alors il faut faire un distinguo. Il y a un cas où quelqu'un a écrit un Sefer Torah pour accomplir la mitzvah de Ktivat Sefer Torah. Et il n'en a qu'un, il n'a que ce Sefer qu'il a écrit. Alors là, il dit, là je comprends. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, ça c'est une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsque on a écrit un Sefer Torah et acquis un Sefer Torah, et donc c'est considéré, on a accompli par là la mitzvah de Ktivat Sefer Torah, qui est une mitzvah en soi, c'est la dernière mitzvah qui est écrite dans la Torah, au Parashat Vayeler. Si on cède le Sefer Torah à quelqu'un, on perd le bénéfice de cette mitzvah. Alors il dit, dans ce cas-là, je n'ai pas de problème. Donc, si on parlait de quelqu'un qui ne possède qu'un seul unique Sefer, et le Sefer qu'en plus il a, pas un Sefer qu'il a hérité de ses pères, mais un Sefer, soit qu'il a acheté de ses deniers, soit qu'il a écrit lui-même, alors là, je comprends qu'il n'ait pas le droit de s'en dessaisir pour une mitzvah parce qu'il va perdre à la place une autre mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il a gagné? Et donc, ça ne pourra être autorisé que pour deux mitzvot exceptionnels, comme le Limud Torah et comme la procréation. Mais la question qu'il pose, ici, on a parlé d'un Sefer Torah, on n'a pas précisé qu'il en a qu'un. On parle même de quelqu'un qui a plusieurs Sifrei Torah, et des Sifrei Torah qui ne lui ont pas permis d'accomplir la mitzvah
de Ktivat Sefer Torah. C'est un patrimoine qu'il a reçu, un héritage qu'il a reçu de ses aïeux. Il en a 4 ou 5. Et là, la question se pose. La Gemara a l'air de dire qu'on n'a pas le droit de vendre le Sefer Torah que pour ces 2 mitzvot. Et pourquoi on ne pourrait pas faire pour d'autres mitzvot? Puisque là, le fait de vendre le Sefer Torah, il n'y a pas d'interdiction thoraïque là-dessus. Et donc, alors c'est ça qu'on pourrait dire, oui, mais il y a un problème de Malin Bakodesh, Moridim. On a déjà vu que le Sefer Torah, le niveau le plus élevé de la Kedusha, donc il y a quand même un problème de Issour, de Malin Bakodesh, Moridin. Alors ça, il dit quelque chose. Je ne sais pas d'où il a sorti ça, que le Issour de vendre un Sefer Torah, il n'est que de Rabbanan, comme l'a écrit Loran. Alors je ne sais pas à quel moi j'ai pas, à l'époque, quand on avait parlé de Malin Bakodesh, Ve'en Moridin, on avait vu qu'il y avait une marloquette pour savoir si c'est d'Oraïta ou si c'est de Rabbanan. Alors peut-être on pourrait dire qu'il va d'après ce Mandamar que c'est Midrabanan, que Rashi penserait que c'est Midrabanan, et c'est pour ça que la question se posera du coup, parce que si face à une mitzvah d'Oraïta, la mitzvah de Rabbanan doit s'effacer. Et il cite le Ran qui dit que vendre la Sefer Torah c'est interdit Midrabanan. Nous, on a étudié le Ran, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Bon, en tout cas, la question est, donc la question que Rashi avait, alors comment se fait-il que on n'ait pas le droit de vendre la Sefer Torah pour n'importe quelle autre mitzvah, alors que toute autre mitzvah est une mitzvah d'Oraïta et qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah de vendre la Sefer Torah. Alors il dit, c'est pour ça que Rashi a rajouté, ici on ne parle pas d'étudier, de prendre l'argent pour l'étude de la Torah proprement dit. C'est-à-dire, si c'était pour payer le Melamed, là c'est effectivement pour étudier directement. Si c'est pour acheter le Sefer, alors là effectivement, il n'y a pas de raison de dire que c'est uniquement ces deux-là, parce que n'importe quelle autre mitzvah qui serait au même niveau, c'est pareil. Mais là, pourquoi on a pris le Limud Torah et pourquoi on a pris Peria Verivia? Alors, c'est un peu comme sur le derrière du Khatam Sofer qui disait on les a pris parce qu'on parle d'un cas de Hidour. Lui, il dit, c'est pas parce que c'est un cas de Hidour, c'est parce que c'est même pas pour le Sefer Torah, c'est pour la Parnassa qui va permettre. Donc, c'est un Hersher indirect. Et là, on aurait pu penser que c'est pas autorisé. Et le Chidou, c'est que pour ces 2 mitzvot essentiels, que sont Piria Verivia et que sont Limud Torah, alors même un Hersher indirect comme la Parnassa, eh ben, ça sera autorisé. Il dit que l'application, on va la trouver aussi pour Peria Verivia. Si par exemple, il y a une femme qui dit ah non, non, moi, si t'as pas, de quoi nous nourrir correctement et décemment, moi, je ne me marie pas avec toi. Donc là encore, il va avoir besoin de vendre le Sefer Torah simplement pour obtenir de la Parnassa. Et cette Parnassa va lui permettre ensuite de se marier exactement en parallèle avec le cas du Limud Torah. Et donc, donc la conclusion sera, donc, en ce qui concerne la vente à Sefer Torah pour acheter des tfilines et des mezuzot et des tzitzit et des avaminim, alors là, c'est pas shoot pour le sheiltot qu'on aura le droit et qu'on ne repousse pas aucune mitzvah pour un problème de zilzoul de Sefer Torah. Parce que là, il a l'air de dire que l'interdiction de vendre un Sefer Torah, c'est juste mitzvah zilzoul. Et au contraire, c'est le kavod du Sefer Torah que grâce à la vente de ce Sefer Torah, on va pouvoir accomplir des mitzvot assez qui sont écrits dans la Torah. Et donc ça, c'est pas de ça dont parlait la Gemara. La Gemara est venue nous apprendre que même pour étudier la Torah et que l'argent ne va pas servir à la mitzvah proprement dite, mais seulement à la parnassa, et qui va finalement, alors ça a été un peu choquant parce qu'avec l'argent du Sefer Torah, il va avoir une ana goufanite, il va avoir un usage purement matériel pour être capable ensuite d'étudier la Torah et ensuite de la même façon comme on a dit pour se marier. On aurait pu penser, ça c'est choquant, la Sefer Torah pour ensuite manger avec l'argent. Et bien quand même, puisque c'est pour l'étude de la Torah et pour le mariage, et ben c'est autorisé. Et donc, d'après le Ktav Sofer, il ressort du Pérouge de Rashi que toutes les autres mitzvot, on aurait le droit de les faire. Et conformément à la chita du Shoiltot. Et donc, ce que ça a l'air d'être
Donc on avait dit que Tosfot a l'air de dire que c'est ce qui est autorisé pour le Sefer Torah et pour Kriya Verivia, Kal vachomer les autres mitzvot. Ben c'est ce qui ressort selon le Ktav Sofer du Pérouche Rashi. À la seule différence près qu'ensuite le Ktav Sofer dit oui, mais c'est pas ça le pshat dans le Ktav Sofer, c'est pas ça le pshat dans dans le Sheiltot, parce que lui, il est allé voir le Sheiltot dans Parashat Emor, et là, il montre que le Sheiltot ne parle pas de la Gemara de Megillah, il parle uniquement du Kadvet Apras, donc il parle uniquement d'un din de Rabbanan, et pas du tout d'un din de Raïta, et donc, c'est pas donc là, il conteste ce qui avait été admis par le Touré Even et tous les autres, que le Sheiltot a parlé aussi de la Gemara de Megillah, lui dit non, non, le Sheiltot ne dira pas ce qu'il a dit dans Megillah. En tout cas, c'était quand même intéressant de voir comment le Ktav Sofer interprète notre Rashi. Et c'est intéressant de voir c'est la question qu'il a soulevée, pourquoi Rashi parle de la Parnassa et il ne parle pas d'utiliser l'argent pour acheter un Sefer ou payer un Melamed. Alors, je voudrais revenir sur ce diouk-là du Ktav Sofer et proposer une réponse alternative à sa question. Parce que c'est un grand chidouche qu'il fait, et c'est un petit peu difficile de dire une chose pareille d'arriver à sa conclusion que selon Rashi, n'importe quelle mitzvah serait autorisée. Le texte, il dit « Ella Talmud Torah », et donc il faut dire « Oui, Talmud Torah par rapport à la Parnassa ». Je trouve ça, dans Rashi, c'est difficile de faire entrer tout ça dans Rashi. Donc moi, je propose de dire que la raison pour laquelle Rashi a parlé de Parnassa, il n'a pas parlé d'acheter un sefer ou de payer un melamed, tout simplement pour des raisons pragmatiques pour rendre le cas plus plausible. Parce que combien va coûter déjà un chasse, même un chasse Osve Hadar, etc., par rapport à un Sefer Torah? Est-ce qu'on va vendre un Sefer Torah pour s'acheter une Masechet? Ça paraît un peu ridicule. Ou vendre un Sefer Torah pour payer une heure de limoud à quelqu'un par jour ou par semaine. Donc, on pourrait trouver des cas où c'est sur le long terme, ça va coûter très très cher. Mais enfin, un Sefer Torah, ça coûte quand même énormément d'argent. Et donc, c'était plus facile à comprendre pour le lecteur de prendre comme l'exemple la Parnassa pour des raisons pratiques. On ne vend pas un Sefer Torah, tout simplement. On ne vend pas un Sefer Torah pour des pécadilles, pour des petites choses. Voilà peut-être pourquoi Rashi a préféré parler de Parnassa, mais il n'est pas venu exclure le Sefer Torah. Et d'ailleurs, sur la question de savoir, est-ce qu'on peut vendre un Sefer Torah pour utiliser une partie de la vente du Sefer Torah, disons, pour s'acheter des Sfarim, le Mishnah Bora dit que le Primo Gadim soulève la question et il ne tranche pas. C'est une question, effectivement. Est-ce qu'on dit, d'après le Ktav Sofer, c'est pas chouette que oui, mais d'après une autre idée, on pourrait dire c'est au contraire, c'est pas sûr du tout. Et donc, le Primo Gadim, je crois, reste en doute là-dessus. Un instant que je vérifie si j'ai... Ouais, c'est ça. Alors, pour en revenir maintenant à la halakha, dans le Shulchan Aruch, Siman Kufnun Gimel Seif Vav, le Shulchan Aruch dit Vafilu Sefer Torah leaspakat talmidim mutar. Donc, il précise comme Rashi, finalement. Quand il parle de la vente du Sefer Torah, il parle, il parle dans quel but? C'est l'aspakat talmidim. Et donc, alors, est-ce qu'on pourrait dire, que quand il a dit l'aspakat talmidim, c'est pour dire et même l'aspakat talmidim, ça c'est un peu difficile dans les mots du Shulchan Aruch. S'il voulait dire on a le droit de vendre la Sefer Torah, même pour l'aspakat talmidim, il aurait dû dire à filou. Donc le fait qu'ils ne disent pas à filou, ça laisse un peu entendre que c'est exclusivement pour l'aspakat talmidim et pas il n'y aurait pas de héter pour acheter des sfarim ou payer un melamed. Et donc c'est ce que je vous disais. Dans le Mishnah Brura, Suif Katan Samer Gimel, il y a écrit, je vous cite le Mishnah Brura, le Katav Od a pris Megadim, sous-entendu, Tsari Chiyun, Imochim Sefer Torah,
liknot, gemara, ou poskin, ou pirouchéen. Il faut se poser la question de savoir si on aura le droit de vendre un Sefer Torah pour acquérir une gemara, ou bien des poskim, ou des commentaires de ha'atam de mochin Sefer Torah, bishvil Talmud Torah, Mishum de Limud Gadol, chez Mevi, l'idée Maasé. On a dit que le Talmud Torah, c'est grand parce que ça permet d'arriver à l'action. Imken ou Adin, Efchar de Kiaïgavna Nami. Donc on pourrait dire aussi que c'est permis aussi pour acheter des Sfarim ou payer un Melamed, puisque ça va nous permettre aussi, parce qu'on y Efchar l'Inmod de l'Osfarim. Mais il ne tranche pas. Donc, alors il ne donne pas le tzad de dire. Il donne pas le tzad de dire pourquoi ça ne serait pas permis, mais peut-être que le tzad de dire que ce n'est pas permis, c'est parce que c'est tellement minime au niveau des dépenses qu'il a qu'à se débrouiller autrement, il a qu'à emprunter de l'argent, il a qu'à faire autre chose, mais vendre un sefer pour ça, pour quelque chose qui est tellement minime. En tout cas, on voit que là, il y a une svara qui est complètement contraire au Ksav Sofer, que l'aspa katamidim, c'est sûr que c'est permis, et pour acheter des sfarim, ce n'est pas certain. Donc ce que le Ktav Sofer a fait, la svara du Ktav Sofer et qu'il a fait rentrer des Rashi, on retiendra que ce n'est pas la maskana dans la halacha, au point que si on est sûr qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah pour subvenir à ses besoins, ce n'est pas certain, et donc dans le doute, il faut s'abstenir, je pense, de vendre un Sefer Torah uniquement pour payer un melamed ou pour s'acheter des sfarim. Alors, on va maintenant reprendre notre Gemara et on va voir les quelques lignes qui suivent jusqu'aux 2 points. Donc, nous sommes arrivés deux lignes avant les 2 points. Tanu Rabanan, nos maîtres ont enseigné dans une baraita, Lo yimkor Adam Sefer Torah, afalpi she'eno tzarich lo. Donc, un homme n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah, bien qu'il n'ait absolument pas besoin, sous-entendu, de ce Sefer. Je crois qu'il y a un Rashi là-dessus. Chez Enot Sarichlo, pourquoi il n'en a pas besoin? On a toujours besoin. Chez Yeshlo Acher, Rashi explique pourquoi il n'en a pas besoin. Pas parce que ça ne l'intéresse pas, mais parce qu'il a déjà un autre Sefer. Donc, même si quelqu'un a un Sefer Torah dont il ne sait que faire, il n'a pas le droit de le vendre. Et là, dans cette braïta, on n'a même pas dit qu'il y a des exceptions à la règle, telles que l'Ilmot Torah Velissa Isha. Ce n'est pas contradictoire, hein, mais c'est en tout cas, ça confirme qu'il y a une défense de vendre un Sefer Torah, même quand on n'en a pas besoin. Ensuite, Yeter Alken, Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Plus encore, a dit Rabban Shimon ben Gamliel, Afilou elo ma yochal, même si quelqu'un n'a pas de quoi manger, ou machar Sefer Torah obito, et qu'il a vendu. Donc, il a contrevenu, ou est-ce qu'il n'a pas contrevenu? En tout cas, s'il a vendu le Sefer Torah, ou bien sa fille, il a une fille, il l'a vendue en servante, pour ne pas dire en esclave, à quelqu'un pour avoir de l'argent, eh bien, enoro esiman bracha leolam. Donc, non seulement on n'a pas à vendre, et si on a vendu, il faut savoir que ça n'apportera pas de bracha. Cet argent-là n'apportera pas de bracha. Rashi, ça veut dire que n'apportera pas de bracha. Rashi dit, Enoru esiman bracha leolam, beotan adamim. Alors, quand même, il faut circonscrire. C'est pas que le pauvre, il va plus connaître la bracha de sa vie, mais ça veut dire que cet argent-là ne sera pas porteur de bénédiction. Alors, le Malaf Kamina, le Netziv, dans son Meromé Sadeh, il explique, quand on dit que Enoru esiman bracha beotan adamim, la nafkamina, c'est qu'il ne doit pas utiliser cet argent pour faire des affaires. Il a qu'à utiliser cet argent pour acheter de la nourriture, et là, parce que là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème de bracha ou de klala. Si on achète la nourriture de bonne qualité, en principe, il ne va pas arriver d'accident, on n'a pas besoin d'une bracha exceptionnelle d'Hachem pour qu'on ait la capacité d'arriver au bout de cet argent. Par contre, si on a placé cet argent en bourse ou des choses comme ça, alors là, ce n'est pas du tout à conseiller parce que c'est sûr que ça va échouer. Voilà donc le petit passage qui complète le passage précédent, qui confirme et le complète. Alors, il y a aussi là-dessus un certain nombre de commentaires à faire. D'abord, le fait qu'il y a écrit Lo Yimkor Adam, ça c'est intéressant.
Parce que jusqu'à présent, quand on a parlé de vendre les Sifrei Torah, on avait compris plus ou moins qu'on parle de Sefer Torah en général, un Sefer Torah. Bon, il y a quelques particuliers qui sont chanceux et qui possèdent chez eux un Sefer Torah, mais on est d'accord que la plupart des Sifrei Torah appartiennent à des communautés et se trouvent dans les synagogues. Donc, quand on parle d'un Sefer Torah, on pensait essentiellement au départ que c'est un Sefer Torah qui appartient à la communauté. Mais là, il y a écrit le Yimkor Adam. Donc là, on parle d'un Sefer Torah chez Yachid. Donc, ça prouve que même un Yachid, alors que le Yachid, il a quand même, en général, il a la possibilité de décider de ce qu'il fait. C'est beaucoup plus facile quand on est tout seul. On n'a pas à demander quand on est associé à une communauté, il faut que tout le monde donne son accord. Et donc, c'est compliqué. On a vu qu'il faut Zayin Touvé Haïr, Bamadan Haïr. Mais là, on est Yachid. Apparemment, le Yachid, il pourrait faire ce qu'il veut. Oui, mais par rapport à la vente du Sefer Torah, même à titre personnel, son Sefer Torah, il a une Kedusha et il se doit de respecter ce Sefer Torah. C'est très exactement ce que dit le Rambam. Je vais vous citer le Rambam dans le Perek Yud, Meilchot Sefer Torah, à la Chabet. Sefer Torah kasher, noagim bo kedusha yetera, vekavod gadol. Donc un Sefer Torah qui est en bon état et qui est apte à être utilisé d'après la halakha, eh bien, on doit se comporter avec lui comme un objet qui est porteur de sainteté, et on lui doit lui manifester un grand honneur. Vasur le Adam limkor sefer Torah, et c'est là qu'il embraye avec notre Gemara, et un homme n'a pas le droit de vendre un sefer Torah, afilu en lo mayochal, même s'il n'a pas de quoi manger. Vafilu ayulo sfarim rabim, et même s'il avait de plusieurs Sifrei Torah, et là, et après il continue en disant, il ne pourra vendre son Sefer Torah que pour les deux choses que l'on connaît, c'est-à-dire le Limud Torah et pour l'Issa Isha. Ce qui est intéressant dans ce Rambam, c'est qu'on voit que la raison pour laquelle c'est assourd, la raison qui a été donnée, c'est un problème de kavod, à Sefer Torah. C'est-à-dire que la vente, c'est une sorte de bisayon qui est infligée au Sefer Torah. C'est un peu à ce à quoi renvoyait le Khatam Sofer tout à l'heure quand il disait que c'est un issour de Rabbanan, ce sera un issour mishum kavod. Et donc, on voit que bien qu'il soit yachid, bien qu'il soit que ça appartient à un particulier, mais néanmoins, il peut vendre tout ce qu'il veut, mais pour le Sefer Torah, il ne peut pas vendre parce que c'est kadosh. Il peut vendre d'autres objets porteurs de sainteté, mais le Sefer Torah, c'est l'apogée de la sainteté, et là, il ne peut pas s'en dessaisir, même s'il n'en a pas besoin. Ça, c'est la chita du Rambam. Maintenant, si vous regardez dans le Mordechai, sur Megillah, dans le Siman Tatkad 824, au nom du Ravia, il dit que Yachid Mutar Limkor. Lui, il pense que l'interdiction de la Gemara n'a été donnée que pour un tzibour, mais si c'est un Yachid, il peut vendre. Et dans le Bet Yosef, il rapporte effectivement que sur cette question de savoir quel est le statut d'un Sefer Torah chez Yachid, eh ben, il dit que c'est une marloquette rishonim. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, je vais vous le citer au Siman, toujours dans Kufnun Gimel Suif Yud, voilà comment il est dit. Suif Yud, Yesh Omrim, de Yachid Beshelo, qu'il s'agissant d'un particulier avec un objet qui lui appartient, a filou Sefer Torah, mutar le mocho, de la sod bedamaf kol ma sheirtse. Donc lui, il n'est pas retenu par la règle de Malim Bakodesh, etc. Lui, il peut se dessaisir de son Sefer Torah, le vendre, et avec l'argent, faire tout ce qu'il veut. Kol shelo ikdisho likrot barabim. Tant qu'il ne l'aura pas consacré à la lecture publique. À partir du moment où il le consacre à la lecture publique, donc c'est dévolu au public, ça devient sa propriété du public, et lui ne peut plus décider maintenant. Mais tant que ça s'appartient à lui, c'est son Sefer privé, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Yeshomrim, si je regarde dans le Beragola,
Harosh, Nimouke Yosef, Sefer Orchot Chaim, on y reviendra. Et après, il dit, Veyesh Mishe Oser, et il y en a qui interdit, Ela Imken, l'Ilmod Torah, Olisa Isha. Qui c'est ce Yesh Mishe Oser? C'est le Rambam. Et quelle va être la halakha du Shulchan Aruch? Yesh Veyesh, halakha, que Yesh Batra. Donc le Shulchan Aruch, lui, il est possède que c'est assourd, comme le Rambam disait. Et alors, les Mekilim, comment ils vont s'en sortir avec notre Gemara qui dit que l'Oyim Kor Adam, et on a dit que c'est un Yachid. Alors, on peut expliquer que quand on dit l'Oyim Kor, c'est pas Assour, il n'y a pas écrit Assour l'Imkor, mais ça veut dire c'est Eno Raoui l'Imkor, c'est pas convenable, c'est pas conseillé, c'est pas conseillé de le vendre. Et d'ailleurs, s'il le vend, il ne verra pas de Siman Bracha. Alors, j'ai noté de regarder encore le Mishnah Bora, mais avant cela, je voulais citer que dans le tour, puisque déjà, donc on a dit que c'est une marloquette entre d'un côté le Mordechai au nom du Ravia, le Rambam de l'autre, c'est un peu plus compliqué que ça. Le Beth Yosef a l'air de dire qu'il y a d'autres Rishonim qui vont avec le Mordechai. Le tour lui-même laisse entendre que quand il rapporte cette chita, il dit que ça a l'air d'être que c'est la chita de son père, le Roche, puisque le Roche dit, on l'avait vu le Roche, il avait dit que euh, un particulier, pour son bien, il est comparable à Shiva Touvé Haïr, Bemamad Anshe Haïr pour un bien public. Et de la même façon qu'on avait vu que lorsque un Zain Touvé Haïr, Bemamad Anshe Haïr, vendent un objet porteur de Gdusha, il casse la Gdusha. Et l'objet perd sa Gdusha, et on n'est plus soumis à la règle de Mali Bakodesh Ben Mouridine. Eh ben, le Roche disait, et un Yachid Beshelo, c'est la même chose. Donc, il avait l'air de dire qu'on peut, un Yachid, il peut, s'il a vendu, faire avec l'argent de la vente du Sefer Torah ce qu'il veut. Mais ce qui n'est pas clair dans le Roche, est-ce que le Roche parle d'un Bedi Eved, il n'aurait pas dû vendre, parce qu'il n'y a quand même pas le droit de vendre Mishum Zilzoul. Mais si on a vendu, alors maintenant la question est de savoir, est-ce qu'il y a une Kedusha sur les Damim? Quand il vend, le Sefer Torah perd sa Kedusha, et du coup, il n'y a plus de Kedusha sur les Damim, ou pas. Donc le Tour a l'air de dire qu'il a compris dans le Roche qu'il veut dire aussi que, oui, on a le droit de vendre, parce que sinon, on ne pourrait pas comparer avec parce qu'ils s'inspirent du din de Shiva Touvé Haïr. Mais les Shiva Haïr, ils ont le droit de vendre. Alors, si on disait que le Yachid, lui, il n'a pas le droit de vendre, alors tu ne peux pas extrapoler par rapport à ce qu'on dirait par rapport à l'emploi des damim. Et c'est pour ça qu'il est logique de dire que le Roche pense comme le Mordechai. Et les deux étant d'ailleurs des élèves du Marav de Rodenburg. Et d'autre part, il y a encore un troisième avis, c'est le Nimouke Yosef, au nom du Rabbi Meshulam, et donc ils sont tous opposés au Rambam. Mais on a vu que la halakha, c'est le Rambam qui l'emporte, puisque yesh veyesh, halakha que yesh batra. Et je rajouterai ce que dit le Mishnah Bora sur le Hot Samer, sur qu'on a dit que même un Sefer Torah, d'après les Mekilim, peuvent être vendus. Katav aolat tamid, aolat tamid, da'af le fide azou de mutar, ve'en damim nitpasim bigdusha, mikol makom, le kule alma, en roe siman bracha bedamim eilu. Vechen katav aelia rabba. Même ceux qui permettent et qui disent qu'on peut vendre et qu'avec l'argent on peut faire ce qu'on veut, mais c'est autorisé, mais ils doivent quand même savoir que tout le monde est d'accord que c'est quand même pas bien vu et qu'il n'y aura pas de bracha dans cet argent. Ça laisse entendre quand même il reste toujours cette notion de vendre un Sefer Torah, c'est choquant, il y a un zilzoul, et donc c'est quand même déconseillé par tout le monde. Voilà un premier point, enfin quelques points que je voulais dire déjà sur ce passage que nous venons de voir. Encore un tout petit détail on a dit à Filou Enlo Mayochal, que même s'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas le droit de vendre son Sefer Torah. C'est un peu choquant. Et effectivement, sur ce Rambam que j'ai cité, le Kesef Mishneh, donc Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire sur le Mishneh Torah, pose la question qu'on aurait tous envie de poser, mais puis quoi, Nefesh d'Ochekol la Torah? S'il n'a pas de quoi manger, il va mourir de faim. Alors il vaut mieux qu'il meure de faim que de vendre son Sefer Torah. Pourtant, on sait très bien qu'on peut profaner le Shabbat pour sauver sa vie. Pourquoi on ne pourrait pas vendre la Sefer Torah?
Réponse du Kesef Mishneh. Quand on a dit ici Elo Mayochal, ça veut dire chez Mezonotav Metzumtzamot Beyoter. Ça veut dire il est vraiment ce qu'il possède au niveau alimentaire, c'est vraiment la portion congrue, mais pas au point d'en mourir. Il va peut-être maigrir, il va peut-être être faible, mais il ne va pas mourir. S'il en était au point que s'il ne mange pas aujourd'hui, il va mourir, là, c'est sûr qu'il a le droit. Et c'est ce que le rapporte le Darké Moshe sur le Beth Yosef. Et dans le Siman, alors c'est facile dans Yoredea, dans le Siman Ayin Resh, pour ne pas dire Resh Ayin parce que c'est pas joli, Sif Katan Bet. Et il remarque également là-bas, dans le Siman Ayin Resh, dit aussi Afilu eloma yochal rak al yedei adchak. Il rajoute ces trois mots, on comprend que ça veut dire même s'il n'a pas de quoi manger, sauf de manière vraiment limite, de manière forcée. Voilà le pshat le plus simple qu'on aurait donné. Il y a maintenant une autre possibilité d'explication, c'est le Baït Hadash sur le Beth Yosef qui la donne, et qui est cité d'ailleurs dans le Baïr Etev, la halacha, et qui dit que l'intention, ici quand on dit que Afilu en l'homme ayochal, ça peut parler de quelqu'un qui n'a strictement rien à manger, effectivement. Mais, et donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Comment est-ce qu'on peut lui dire de ne pas vendre sa Sefer Torah? Ben, réponse, ça veut dire, et donc du coup, il a le droit d'aller voir la caisse de Tzedaka et d'aller voir les Gabaïm. Et les Gabaïm n'auront pas le droit de lui refuser à manger en lui disant, mais tu n'as qu'à vendre ton Sefer Torah. De la même façon que lorsqu'il y a un dîme de la Tzedaka, que lorsque quelqu'un n'a pas de quoi manger, mais il aurait des meubles, par exemple. Il a des choses qui lui sont utiles, son frigidaire. Eh bien, les halachot tzedaka disent que les gabaïm n'ont pas le droit de dire à la personne qui n'a vraiment rien à manger, bah, t'as qu'à vendre ton frigidaire et comme ça, tu auras de quoi manger pendant quelques jours. Non, il faut lui garder ce qu'il possède et on a le droit de prendre sur l'argent de la tzedaka pour le nourrir. Donc, dans ces cas-là, on peut même dire qu'on parle de quelqu'un qui n'a vraiment rien à manger et mais il n'est jamais question de dire qu'on va le laisser mourir. Mais l'idée est que s'il a une caisse de tzedaka dans la ville, il a le droit d'aller voir les gabaïm et de leur dire si vous ne me donnez pas à manger, je vais mourir, je dispose d'un Sefer Torah, et les gabaïm ne peuvent pas lui dire tu n'as qu'à vendre ton Sefer Torah, ils vont donner l'argent pour le nourrir au fur et à mesure. Donc voilà deux manières de comprendre En lo mayochal. Il est dans tous les cas Pikuar Nefesh Doché, mais il y a deux situations où il n'y aura pas de Pikuar Nefesh, soit parce qu'il a un petit peu de nourriture suffisante pour se maintenir, soit qu'il a une caisse de tzedaka qui pourra le nourrir. Voilà donc la fin du passage. Et donc nous sommes arrivés à maintenant le nouveau passage, c'est V'chen b'motare. Alors, ce que je propose, bien qu'on n'ait pas tout à fait terminé, on a que 50 minutes à peu près d'études qu'on a fait, mais comme c'est quand même agréable de commencer quelque chose de tout nouveau, je propose d'en rester là pour aujourd'hui. On pourra parler un peu plus longtemps et on commencera, si Dieu veut, la semaine prochaine, le nouveau